You take the long road, I take the steep. Different burdens, same lack of sleep. You raise your hands, I grit my teeth. But we both believe in something underneath. We're building bridges out of pain, trading silence for a name. Alors je vais lancer une nouvelle série de vidéos qui va être en fait de la lecture commentée, hein, ce que je fais quelquefois avec mes élèves, de textes, là en fait c'est un texte de Neale Donald Walsch qui s'appelle Présence de Dieu, donc c'est le monsieur qui a écrit Conversation avec Dieu, vous savez, je vous en avais déjà parlé, j'aime bien. Donc je vais vous lire quelques passages que j'ai choisis dans son livre, d'abord pour vous donner envie en fait de le lire, et puis aussi parce que c'est passionnant tout simplement, et puis c'est passionnant d'en parler un petit peu. Alors je commence, je lis. La plus grande ironie de la vie, c'est que ce que nous voulons, nous l'avons. Effectivement, en fait, c'est ça qui est très très impressionnant, c'est qu'à partir du moment où on arrive en fait à relier tous nos états intérieurs, toutes nos fréquences, toutes nos dimensions intérieures, et qu'on est complètement focalisé sur ce qu'on veut réaliser, on y arrive. Alors ça, c'est une chose qui est très importante, parce que la pensée positive, en fait, c'est simplement une forme de mental, vous voyez, qui voudrait terriblement et très très fort quelque chose. Alors que, en fait, le fait de se recaler intérieurement sur toutes nos dimensions personnelles, c'est-à-dire de mettre ses actes en phase avec quelque chose qu'on souhaite, mais profondément aussi de comprendre d'une certaine manière ce qu'on préfère dans la vie, c'est-à-dire apprendre en fait à se mettre profondément à l'écoute de ce qu'on veut le plus, et de la place aussi qu'on a dans notre vie pour accueillir cette nouveauté qu'on désire. Et en fait, c'est cette attention-là qui nous permet, et c'est pas vraiment une décision mentale si vous voulez, c'est ça qui nous permet de comprendre que nous avons la vie en fait qui nous correspond complètement. Donc c'est ce que continue à dire Neale Donald Walsch, nous avons déjà en abondance ce que nous voudrions avoir en abondance. Alors, malheureusement pour certains, c'est les problèmes, ou c'est les ruminations psychiques, ou des choses qui sont beaucoup plus graves. Pour d'autres, c'est de l'argent. Pour d'autres encore, c'est du temps pour être avec soi-même. Pour d'autres, c'est du temps pour être avec les autres. C'est très intéressant, si vous voulez, de se mettre en fait en observateur de notre propre vie pour arriver à poser une sorte de diagnostic, vous voyez, qui sera un diagnostic qui n'est pas un jugement discriminatoire, mais simplement un diagnostic très objectif de se dire alors, comment est ma vie? Un petit peu, vous savez, quelquefois, dans une vidéo sur la vie quotidienne, je disais, regardez en fait votre maison, regardez votre appartement, vous verrez en fait qui vous êtes à l'intérieur profondément. Alors s'il y a plein de désordre, ou au contraire si tout est bien rangé, ou si au contraire tout est trop bien rangé, et que vous avez très très peur que tout se dérange, en fait à chaque fois on a des indices, c'est un petit peu comme si on éparpillait des indices de ce qu'on est partout dans notre vie, hein. De même avec vos amis ou avec les gens qui vous entourent, si vous regardez l'ensemble des, on va dire 5 ou 7 personnes qui sont les plus importantes pour vous, vous allez comprendre en fait qui vous êtes profondément. Alors je continue. La perspective joue un rôle extraordinaire dans notre expérience de vie. Ce qu'une personne appelle un manque est pour un autre une abondance. Alors le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est, si vous voulez, tous les gens qui se disent on veut vivre en fait dans une sobriété, c'est-à-dire qui sont par exemple très heureux de se dire on chauffe le moins possible par exemple, et on a notre feu de bois et ça suffit largement. Alors évidemment c'est pas possible de faire ça si on est dans un appartement où il n'y a pas de feu, mais il y a des gens qui décident de vivre avec moins pour vivre mieux. Il y a des gens qui sont très très malheureux par exemple quand ils n'ont pas un dernier équipement high-tech ou des choses comme ça, et puis d'autres qui savent même pas que ça existe. Et en vérité, si vous voulez, ce qui est très important, c'est de savoir, et ça c'est Amma qui le dit, c'est que en vérité tout ce qu'on a, en trop, c'est quelque chose qu'on vole à d'autres. C'est-à-dire que si vous avez 80 paires de chaussures dans votre dressing, quelque part vous n'avez pas besoin d'autant, et probablement il y en a certaines que vous ne mettrez jamais, même si vous les aimez beaucoup. Donc on peut se dire qu'on en a au moins 75 en trop, 75 qui pourraient aller à d'autres personnes. Donc la question, si vous voulez, c'est que l'abondance, en fait, c'est aussi, si vous voulez,
une question un petit peu, vous voyez, comme du chocolat chaud le soir, c'est un petit peu pour se rassurer aussi, d'être sûr d'avoir assez. Et c'est très important pour ne pas être alourdi, parce qu'en fait tout ça crée une espèce, si vous voulez, d'alourdissement intérieur avec lequel après on a du mal à avancer. Donc en fait, plus d'une certaine façon on est, j'allais dire, léger par rapport à soi-même, c'est-à-dire plus on a tout ce dont on a besoin et qu'on utilise tout ce qu'on aime et tout ce qu'on... Enfin, en gros, tout ce que vous utilisez constamment, c'est bien à vous. Mais ce que vous n'utilisez pas, ce qui est en trop, ce qui est un stock, est quelque chose qui est aussi, en fait, une sorte d'alourdissement. Donc, la question de abondance ou manque et du simple changement de perspective, c'est important de voir, si vous voulez, qu'on a tous des critères qui sont différents, alors qui sont bien sûr en lien avec notre expérience de vie et avec notre passé, mais il y a un moment, en fait, où ne plus tenir compte du passé, mais tenir compte de ce dont on a réellement besoin est quelque chose de très important. Vous voyez, par exemple, si vous gardez par exemple des journaux, je sais pas, des journaux intimes ou des cahiers de pensée année après année, et que vous avez peut-être vécu des années très difficiles, comme on en vit tous, et que vous avez 20 ans de cahiers, en fait, j'allais dire, ça pourrait être intéressant un jour de prendre quelques jours, peut-être une semaine, peut-être 15 jours, pour les feuilleter, pour noter ce que vous voulez, et tout balancer après. Parce qu'en fait, tout ça, tant que matériellement c'est là, en fait, ça vit avec vous, et ça vous pèse. Et c'est là. C'est pour ça que le rangement, vous voyez, comme le suggère par exemple Marie Kondo, est quelque chose de très positif en termes énergétiques. C'est-à-dire que, en fait, en donnant ce dont on n'a pas besoin, en ne gardant pas ce qui n'est plus utile pour nous, ce qui, en fait, énergétiquement, si vous voulez, en réalité, si vous voulez, n'est plus j'allais dire, en résonance active avec nous, eh bien, ça fait quelque chose, si vous voulez, qui libère de la place pour du neuf, pour de la créativité, pour de la vie. Je continue. Ainsi, nos définitions personnelles créent nos expériences personnelles. Alors ça, c'est un point qui est très important. Définition personnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve avoir trop, tout ce qu'on trouve avoir pas suffisamment, tout ce qui nous est suffisant, tout ce qui nous manque, en fait, tout cela, si vous voulez, configure notre attente par rapport à l'existence et configure également, si vous voulez, tout ce qui va profondément structurer notre expérience de vie. C'est-à-dire que à un certain moment, tout se touche. C'est comme dans c'est comme dans un corps avec l'acupuncture. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez résoudre quelque chose dans votre vie, rangez d'autres bouts, résolvez des choses dans d'autres parties. En fait, aucun effort, aucune, si vous voulez, volonté de mettre de l'ordre, aucune volonté de voir clair dans un domaine ou dans un autre, ne pourra éviter d'avoir un impact, voyez, sur d'autres domaines. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois, en fait, que vous résolvez quelque chose, ça va résoudre tout le reste dans votre existence. Donc, en fait, il y a une espèce, si vous voulez, j'allais dire, d'auto-validation constante dans notre manière de vivre qui ne nous laisse pas, et c'est ça qu'on appelle conditionnement, qui ne nous laisse pas l'espace d'avoir du nouveau. Donc, pour arriver, si vous voulez, en fait, à faire du nouveau, il faut faire quoi? En fait, pour renaître, en fait, il faut faire de l'espace. Pour faire de l'espace, que faut-il faire? Il faut en faire matériellement, il faut en faire dans nos pensées, il faut en faire dans nos habitudes, c'est-à-dire que vous savez, il y a des gens qui disent, prenez au moins un risque par mois. Un risque, ça peut être quoi? Ça peut être s'inscrire sur Blablacar et covoiturer des gens que vous ne connaissez pas. Ça peut être tout simple. Un risque, ça peut être pour certains faire une recette nouvelle. Un risque, ça peut être vivre une journée sans votre portable. Un risque, ça peut être oser téléphoner à quelqu'un avec lequel vous êtes fâché depuis 2 ans. Enfin, en fait, faites des choses avec lesquelles vous sortez de votre zone de confort. C'est ça un risque. Et à partir de là, il peut y avoir du neuf. Sur un plan matériel, osez vous demander si en fait tel objet que vous gardez, vous l'aimez toujours, s'il est très important, si vous avez envie en gros de le serrer dans vos bras quand vous le voyez. Si c'est le cas, gardez-le. En fait, prenez le temps de chérir tout ce que vous avez. Moi, je ne suis pas forcément pour le fait de tout dégager dans ce qu'on a. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'aimer tout ce qu'on a réellement et d'interagir avec. C'est-à-dire que moi, régulièrement, je relis, par exemple, tous les livres de ma bibliothèque. Et si je me lis, allons, ce livre-là, il sert à rien, et j'aurai personne à qui le donner ou à qui le transmettre, je le garde pas. Et en fait, dans l'existence, je pense que quelque chose doit être constamment revivifié pour ne pas être un point mort. Parce qu'autrement, en fait, ça devient une sorte de karma. Je continue. Et nos décisions ou nos définitions
à propos des choses, se reproduisent et s'amplifient. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce problème d'autoconditionnement. On finit par ne trouver que ce qu'on est dans notre existence. Si nous disons d'une chose qu'elle est telle, elle grandira pour devenir telle. Alors ça, c'est un point qui est très important, c'est que d'une certaine façon, les choses, elles ont une capacité de se conformer à ce qu'on croit. C'est-à-dire que notre champ d'expérience se met en accord avec nos certitudes. Et c'est comme si vous voulez, en fait, ça serait comme un algorithme encore plus magique que tous les algorithmes actuels. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, si vous voulez, il y a une espèce d'effet miroir où, en fait, on voit constamment, j'allais dire, la confirmation dans la manière dont les choses se déploient de ce qu'on pense. Et c'est très difficile, si vous voulez, d'échapper, en fait, à ce cercle. Et au bout d'un moment, comment en fait quelque chose peut changer? Eh bien, simplement avec une crise. C'est-à-dire que si à un moment, si vous voulez, il y a un enfermement qui est trop grand dans quelque chose, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, à un moment, si vous voulez, tout simplement, comme Pamphile, ça va se détruire, créer des crises, créer des problèmes. Alors, je suis passée à la page 71. Alors, j'ai fait cette liste de ces croyances qui avaient résisté au changement de la croyance simpliste de ne pas être une personne séduisante à des croyances beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que Neil, en fait, il explique que, en fait, quand il était jeune, il avait envie d'être beau et avec des grands cheveux et d'être magnifique et d'être aimé de toutes les filles et d'avoir des belles voitures. Donc, lui, en fait, il a fait un cheminement spirituel en se disant, en fait, avoir des beaux cheveux, être magnifique, c'est pas suffisant. En fait, je veux me sentir aussi grand que l'univers. Bon. Et il raconte en fait son cheminement et il raconte qu'il a mûri. Alors évidemment c'est un Américain, donc les Américains ils racontent leur vie. Est-ce que c'est un problème? Montaigne faisait pareil. Donc je ne sais pas si c'est un problème, je pense que c'est une autre manière d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent véritablement sur leur expérience pour essayer de la transformer. Nous, en fait, en France, on a plutôt tendance à prendre notre expérience comme, j'allais dire, un point de départ, j'allais dire, dans lequel il y aurait des choses à comprendre. On a un abord beaucoup plus intellectuel. Eux, ils ont un abord très plutonien, en fait. Ils prennent un matériau, ils se disent, ok, je veux être autre chose, donc j'y vais. Donc je lis. Parce que je sais que ce à quoi on résiste persiste et que ce qu'on regarde disparaît. Alors chaque fois que je sens de la résistance devant quoi que ce soit, je sais que c'est là que réside pour moi une vérité, juste au-delà de cette résistance. Alors ça, c'est un point qui est très intéressant, c'est-à-dire que moi je l'emploie beaucoup par exemple dans le fait que quand quelqu'un me dit quelque chose et que ça m'énerve énormément, en fait je sais que j'ai un point de blocage. Donc je me dis, chouette, un point de blocage, je vais pouvoir aller voir ce qu'il y a derrière ça. De même que si vous avez très peur de quelque chose, Neil, il vous dit, ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être quelque chose derrière lequel aller. Alors, ça ne veut pas forcément dire que, j'allais dire, si on a de la répugnance à faire de la peine à quelqu'un, c'est pas la peine de courir lui faire de la peine. En fait, la chose qui est très importante, c'est d'arriver à comprendre que notre matériau à nous, c'est nous. C'est-à-dire que, au fond, on est tout le temps obligé de pousser nos limites pour comprendre qui on est, au lieu de respecter nos limites. Ça, moi, c'est une idée que je trouve, enfin, c'est plus qu'une idée, c'est une expérience qui est très, très importante, puisque ça permet justement ce processus de transformation. Alors que le processus qui consiste, si vous voulez, à essayer d'élever des limites pour se protéger, en vérité, nous rend de plus en plus fragiles, comme une digue autour d'un village qu'on voudrait protéger des eaux. Peu importe la résistance qui apparaît, n'importe où dans ma réalité, je sais que juste au-delà, je vous l'ai déjà dit, se trouve la vérité la plus grandiose. Ou c'est peut-être lui qui se répète. Et parce que je le sais, j'accueille ce sentiment d'inconfort, c'est ça qui est intéressant. Voyez-vous, la vie commence à la fin de notre zone de confort. Alors ça, j'aime bien parce que, en fait, il a des formules. Voilà, on peut sortir cette phrase, on pourrait en faire un truc Insta. La vie commence à la fin de votre zone de confort. Et c'est exactement ça, parce que en fait, si on s'ennuie, parce qu'en fait, on tourne toujours les mêmes idées mentalement, parce qu'on se met en fait toujours dans la même réalité. Vous voyez, si en fait vous vivez tous les jours la même journée, parce que vous allez toujours au travail, vous prenez toujours le métro, vous faites toujours de l'extérieur les mêmes choses, j'ai envie de vous dire, t'as une intériorité, donc t'es pas du tout obligé en fait de faire la même chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait la vaisselle, on peut penser à autre chose, on peut se répéter un poème qu'on a appris par cœur, on peut discuter avec des gens autour, on peut téléphoner si on n'en a pas autour, on peut jouer avec les chats, les coller dans l'eau, on peut faire plein de choses, on peut casser des assiettes, ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Bref, j'ai envie de dire, par erreur évidemment, on peut
j'allais dire, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut décider que ça ne sera pas pareil que le jour d'avant. En fait, on peut aimer suffisamment ce qu'on fait pour que ça soit différent. Et en fait, quand il dit la vie commence à la fin de votre zone de confort, c'est-à-dire qu'il y a une zone de confort dans le fait de se retirer des choses et en fait de passer, vous voyez, en mode automatique en se disant, bah voilà, ça y est, maintenant, j'allais dire, je suis fatiguée, je dors debout, je fais pas, la barbe, il faut faire ci, il faut faire ça. Comme me dit ma fille, hein, la vaisselle, le ménage, patati, patata, oui c'est ça, elle a pris ça dans Cendrillon. Donc, effectivement, c'est ça. Euh, L'idée, en fait, c'est ce qui est vraiment courageux, vous voyez, c'est de se dire, ok, j'ai ça à faire, je vais essayer, en fait, de le revitaliser. Je vais essayer d'arrêter, en fait, d'être soumis aux choses. Je vais essayer, en fait, de me rappeler que c'est un bon moment de vie, en fait, et que c'est quelque chose de très précieux qui ne reviendra pas. Et alors, vous me direz, si on vit des choses difficiles, bah, on n'est pas dans notre zone de confort. Donc, ça veut dire que toute épreuve, si vous voulez, qui nous est envoyée, est aussi un matériau brut qu'on va pouvoir transformer, qu'on va pouvoir utiliser pour aller plus loin par rapport à soi. C'est-à-dire qu'on va profiter, en fait, pour faire un grand bûcher avec nos peurs. Donc, c'est super parce qu'après, on est un homme ou une femme neuve. En d'autres termes, c'est de l'autre côté de votre confort que vous trouverez votre défi, votre plus grande chance. Alors, évidemment, je fais un séminaire sur la chance au printemps, donc ça m'a beaucoup plu. Venez, hein, vous êtes très bienvenus. Chacun d'entre nous a tendance à rester dans le confort. Pas seulement le confort physique, il explique beaucoup, hein, mais en fait, le plus souvent dans le confort mental. Alors, je ne suis que trop d'accord. Hein. Quand nous maintenons le confort mental, en plus je l'ai souligné et surligné, nous stagnons mentalement. Alors là commence un problème, puisque moi j'ai des gens autour de moi qui sont pourtant des gens super, qui me disent je m'ennuie, en fait ma vie elle est ennuyeuse, etc. Et je me dis mais comment ça peut être ennuyeux? On regarde un lever de soleil, même si on est avant de rentrer dans le métro, c'est passionnant un lever de soleil. Regardez, voyez des arbres qui sont en fleurs ou des arbres qui sont en train de perdre leurs feuilles. Chaque saison est magnifique. Et puis, vous pouvez maintenant, on peut écouter tellement de choses, on peut découvrir tellement de choses. Il y a tellement, j'allais dire, voilà, de livres, de vidéos, de musique qui sont disponibles. Il y a tellement de choses passionnantes à apprendre. En fait, le confort mental, c'est tout simplement le fait qu'on se retire parce qu'on se dit, mais je peux plus, en fait, accueillir du nouveau, je peux plus absorber du nouveau. Et c'est le fait au contraire de choisir que notre nouveau, ça soit notre rumination, ça soit nos pensées négatives sur nous-mêmes. Voilà, quand quelqu'un me dit « Ah ben je suis nul, j'ai tout raté, etc. » Ma première réaction, c'est de lui dire « Ok, ça t'aide de penser ça de toi. Ça te construit, ça te donne beaucoup de courage, ça va faire de toi quelqu'un qui trouve des solutions. » Et en fait, vraisemblablement pas toujours. Alors on peut toujours avoir un moment où on n'est pas content de soi, mais il vaut mieux se dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut transformer les choses, et puis si on n'a pas la force, et est-ce qu'on peut trouver un moment pour dormir alors, ou pour faire quelque chose qui nous change les idées. L'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à prendre en main chaque journée, chaque heure qu'on a devant soi, pour en faire un joyau que ça peut être. Alors je continue, c'est long, hein. Alors, de ce côté-ci de votre zone de confort, ce n'est pas la vraie vie, donc il est toujours sur son idée, mais une sorte de mort lente. Alors, au cas où on n'ait pas compris qu'il n'aimait pas la zone de confort, là on a bien compris. Donc c'est les limites, hein, c'est poser ses limites, moi je dis ça avec mes mots. Voilà, donc on est à la mort lente. Je crois que les gens doivent être mal à l'aise au moins 6 fois par jour. Je me suis dit, mais pourquoi pas 7 en fait. Et si vous ne l'êtes pas, faites quelque chose qui provoque ça. Alors moi, plutôt que de dire... être mal à l'aise, j'ai envie de dire, qui vous semble en fait vous sentir vivant. Vous voyez, qui vous demande un effort. Si vous avez du mal avec votre mémoire, si vous vous dites, ah ben j'ai du mal, j'ai de moins en moins de mémoire. Ok, apprenez 3 lignes de poèmes par jour, ou 3 lignes de code, apprenez quelque chose par cœur. En fait, si vous avez une mauvaise... En fait, si vous constatez que quelque chose ne va pas, ben cherchez une solution. Et je pense que c'est ça aussi qui peut nous mettre mal à l'aise, hein, pour rebondir sur ce que dit Neil. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vois qu'il a sous-titré son livre « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ben, on ne peut être que d'accord. C'est-à-dire que, en fait, si on envoie le message au ciel que oui, on a constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ben, on n'est pas idiot, hein, donc on peut constater qu'on a foiré quelque chose. Mais après, qu'on cherche des solutions. Ben, si on cherche des solutions, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, les solutions viennent, alors de nous, mais elles vont venir d'aide aussi. C'est-à-dire que plus nous, d'une certaine façon, si vous voulez, on est joyeux, on est volontaire à trouver des solutions, on essaye d'aller de l'avant, eh bien plus, en fait, on donne envie aux autres de venir nous aider, plus, en fait, on va vers les autres parce qu'on a le cœur ouvert, plus des tas de petits anges peuvent venir nous aider également.
Alors, il a intitulé une dernière partie pour terminer, donc je voulais vous lire un petit bout de pour terminer. Faire l'expérience d'une vie holistique, cela signifie être conscient de faire partie d'un système entier, d'une idée entière, à chaque fois c'est en italique, d'une réalité entière, et du fait que tout ce que je pense, tout ce que je dis, tout ce que je fais affecte cette réalité. En effet, sur un certain plan, cela la crée. Alors, vous savez, il y a des années, en fait, je pense quand j'étais petite, donc c'est-à-dire il y a beaucoup d'années, comme dirait ma fille à la préhistoire, en fait, on parlait de l'effet papillon, c'est-à-dire, vous savez, le petit papillon qui bat des ailes et ça peut déclencher en fait un tsunami à l'autre côté de la planète. Alors, moi, je ne suis pas une scientifique, mais il y a quelque chose de certain, c'est que vous pouvez changer la journée d'autres personnes, vous pouvez changer leur vie même, vous pouvez en fait tout changer dans votre vie, tout changer dans la vie d'autres personnes, et d'une certaine façon, vous ne savez pas à quel point vous êtes des dieux. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous le pouvoir de faire la différence pour d'autres. On a tous le pouvoir d'apporter l'espoir, d'apporter la joie, de construire plutôt que détruire, de dire une chose gentille. En fait, si vous dites quelque chose de gentil, vous ne savez jamais jusqu'où ça va aller. Vous ne savez jamais l'effet que peut avoir une de vos paroles, que peut avoir une de vos attentions, que peut avoir un geste. Vous ne savez jamais, si vous voulez, à quel point une chose peut être importante. Sur un plan matériel, faire bien quelque chose, quoi que ce soit, hein, quoi que vous fassiez, le faire bien, le faire avec respect, est quelque chose, si vous voulez, qui, d'une certaine manière, participe à l'ordre cosmique ou au désordre cosmique. Si vous voulez, dans l'astrologie spirituelle, on sait très bien, d'une certaine manière, qu'on est un système d'interdépendance absolue. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on porte est également porté par les autres. Vous voyez, par exemple, quand on se dit « Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'ai des épreuves comme ça tellement importantes ?» Peut-être que vous n'avez rien du tout fait de mal dans des vies passées, dans votre karma, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas en train de payer quelque chose, mais que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui, lui, porte quelque chose qui serait un petit peu trop lourd pour lui seul. Donc, c'est très important, si vous voulez, d'arriver à comprendre qu'on est tous interdépendants. Aujourd'hui, on sait qu'on est interdépendants avec la nature, on sait qu'on est interdépendant avec les autres gens. Alors, on pense qu'on est interdépendant simplement avec l'équipe avec laquelle on travaille, vous voyez, si on travaille en équipe. Mais en fait, on est interdépendant tout le temps. Ça veut dire que quand en fait on donne une énergie positive, quand on donne une onde positive, quand on dit quelque chose qui construit, eh ben ça a des effets absolument phénoménaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Neil dit cela crée. C'est-à-dire que tout le monde veut être créatif. Moi, je suis d'accord, hein, je trouve ça bien d'être créatif. Mais en fait, la vraie créativité, elle ne peut venir que sur l'harmonie. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas venir sur la disharmonie. Si en gros vous êtes porteur d'un grand malaise, si vous êtes en colère contre le monde entier, si vous voulez tellement de l'argent en fait que en gros vous êtes prêt à écraser d'autres personnes, vous ne serez pas très créatif. Parce que la créativité, le fait de réussir quelque chose, suppose d'abord, j'allais dire, d'avoir fait la paix avec la place qu'on a dans le monde. C'est-à-dire que pour se développer, il faut déjà être à sa juste place. C'est un petit peu comme si vous me disiez, pour l'instant je suis un arbre en pot, mais je voudrais devenir un chêne immense. Il faudra d'abord être en terre pour se développer, pour pouvoir planter ses racines. Ça suppose, d'une certaine façon, d'être véritablement déjà ancré. Alors, je continue. Comme si la qualité de l'air qui m'entoure, par exemple, n'avait rien à voir avec la qualité de ma vie, comme si ma façon de penser, de parler et d'agir n'avait rien à voir avec mon expérience de l'avenir. Alors ça, c'est deux choses que je trouve absolument magnifiques, parce que, effectivement, si vous voulez, voyez, il y a beaucoup de sages indiens, Ama, Sadhguru par exemple, disent que toute la pollution qu'on vit, en fait, c'est tout le mental des gens qui s'est accumulé et qui, en fait, vient sous forme de pollution. Alors je trouve ça très intéressant. Alors, il ne faut pas prendre les choses en culpabilisation, vous voyez, il ne faut pas se dire « Ah, mais pourquoi il dit ça, c'est méchant ». Au contraire, c'est des pensées négatives, donc il faut se dire « Ah ouais, génial, on a une solution, donc on va que penser des choses positives, comme ça la qualité de l'air, elle va s'améliorer ». Vous voyez, en fait, changement de perspective, c'est ce dont parlait Neil. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des choses en négatif et en culpabilité, se dire « Qu'est-ce que je peux faire, en fait, là, tout de suite, pour changer les choses ?» Moi, à chaque fois que j'ai une pensée pas très positive, en fait, j'essaye pas de me dire pourquoi j'ai cette pensée négative ou « Ah, qu'est-ce que je suis méchante d'avoir cette pensée négative ?» On est tous fatigués, on a tous quelquefois des difficultés, donc on peut avoir des pensées négatives, mais tout de suite, j'essaye de la faire suivre par une pensée positive.
C'est-à-dire que ce que je pense, par exemple, ah, celui-là, qu'est-ce qui m'énerve? Je pense, oui, mais il a beaucoup de qualités. Donc, après, on s'arrête. Vous voyez, ça veut dire que, d'une certaine façon, on change constamment, si vous voulez, j'allais dire, son expérience de la vie. C'est-à-dire que dans notre expérience de la vie, on voit du positif. Est-ce qu'on s'illusionne? Ben moi, à tout prendre, hein, si je dois être entourée en fait, d'une bulle d'illusion, je préfère qu'elle soit positive plutôt que négative. Après, vous avez le droit de faire comme vous voulez, vous. Hein. Bon, après, ma façon de penser, il dit comme si, c'est ça qui est génial, comme si ma façon de penser, de parler et d'agir n'avait rien à voir avec mon expérience de l'avenir. Bah parce qu'évidemment, votre manière de penser aujourd'hui, votre manière de parler, votre manière d'agir, évidemment, change complètement votre environnement, change complètement votre avenir, change votre relation avec les gens, et évidemment, votre façon de vivre change, comme il le dit, ma durée de vie et même ma survie. Et c'est ainsi, en fait, que je vivais avant de comprendre ce que voulait dire le mot holistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on se dit, si vous voulez vivre en très bonne forme dans 50 ans, eh bien faites attention maintenant à vos pensées, à vos actions, à vos paroles et aussi à ce que vous mangez, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Il faut penser, en fait, à tout. Alors, Neale Donald Walsch, Présence de Dieu, c'est sous-titré « Une sagesse extraordinaire nous entoure et nous guide ». Donc, en ce début d'année, mettez-vous à l'écoute, lisez-le, maintenant que j'espère vous avoir donné vraiment envie de le continuer. Lisez-le et venez écouter mes vidéos, voilà, qui sont de l'astrologie spirituelle et qui peuvent vous inspirer, vous aider, vous amuser. We are strangers with a common goal.